Bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse, après 18 mois, de se revoir dans une salle à ce stade-ci. Et je vais passer en revue certaines diapositives et ça vous donnera un aperçu de ce que nous avons couvrir pendant les 50 prochaines minutes. Il y a un document de travail qui va être à la base de nos discussions cet après-midi et mon intention au cours des prochaines minutes, pendant 55 minutes, c'est de veiller à ce que vous vous sentiez plus à l'aise avec le document de travail. Nous allons parler surtout des 6 mécanismes qui sont identifiés dans le document de travail et ensuite on pourra répondre à certaines questions qui reviendront cet après-midi. J'aimerais revenir un peu en arrière. Peut-être que je vais me répéter, mais être plus précise en même temps. Un des mandats du projet, pour ce qui est de naviguer dans le labyrinthe, c'est de discuter des options de communication et des mécanismes de communication pour ce qui est des personnes séropositives et qui vivent avec d'autres handicaps. Donc, à cette fin, nous avons demandé un rapport et ce rapport, plusieurs l'ont vu, il est affiché sur notre site web. Il s'intitule « Naviguer dans le labyrinthe » et on visait essentiellement le comité consultatif. Et dans ce rapport, il y a 4 mécanismes qui ont été identifiés. John va en parler dans quelques minutes. Après la première ébauche de ce rapport, il y a d'autres mécanismes qui ont attiré mon attention et il s'agissait de consolider les différents mécanismes. On a tout intégré dans un document plus petit que naviguer dans le labyrinthe, mais on a consolidé les 6 mécanismes qui ont été identifiés d'une façon ou d'une autre pour justement lancer les discussions plus tard aujourd'hui. Et le groupe visé, c'était bien entendu le comité consultatif, mais l'information qui était contenue dans le rapport Naviguer dans le labyrinthe, sur lequel John a travaillé, bien, le comité consultatif a estimé qu'il fallait les montrer à un public plus grand. On a participé à d'autres consultations et une version révisée a été produite et c'est celle qui est maintenant sur le site web. Comme je l'ai déjà dit, le document de travail que vous avez devant vous, qui a été circulé, qui a été diffusé pour cette réunion, c'est une consolidation des mécanismes qui ont été identifiés dans le projet Naviguer dans le labyrinthe et aussi dans d'autres mécanismes. Et l'objectif, c'était d'améliorer la connaissance des différents mécanismes. On ne parle pas nécessairement du contenu qui va être discuté dans le cadre de ces mécanismes. Mélissa l'a mentionné. On voulait d'abord voir quels étaient les mécanismes de communication. Et ça, c'est une des citations qui se trouvait dans le document. Et je pense qu'il faut s'en rappeler. Peu importe si les mécanismes sont mis en œuvre pour améliorer les communications et l'intégration, il s'agit de savoir si ce qui est communiqué répond aux besoins des bénéficiaires. On peut aussi dire le contraire, peu importe s'il y a intégration qui se fait, mais s'il n'y a pas moyen de communiquer ces résultats, c'est dommage. Donc, ceci fait partie de notre tâche aujourd'hui d'amorcer le dialogue à ce sujet. Et les mécanismes dont on va parler au cours des prochaines minutes ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, certains mécanismes peuvent en compléter d'autres. Et certains sont des canaux de communication et il y a d'autres mécanismes qui sont décrits et qui sont essentiellement des processus pour faire avancer la discussion ou pour organiser l'information et aussi mieux structurer les personnes qui communiquent. Donc, de toute évidence, ces mécanismes ne sont pas mutuellement exclusifs. Et ça va être un défi cet après-midi. On va établir des priorités, mais on voudrait que certains mécanismes puissent se compléter. Donc ça, c'est un des défis sur lesquels on va travailler cet après-midi. Et comme je l'ai déjà dit,
Et il y en a qui prennent différentes formes et qui peuvent se compléter. Maintenant, je vais passer la parole à John Stapleton parce que ça, ce sont les mécanismes qu'il a mentionnés dans son projet Naviguer dans le labyrinthe. Donc, il va pouvoir nous préciser certains de ces mécanismes. Merci, Arlene. Si vous voulez suivre, vous pouvez prendre le document et aller à la page 4. Et dans cette page, on parle des sur cette page, on parle des 6 mécanismes. Et j'aimerais pouvoir répéter que, en quelque sorte, il s'agit de différents mécanismes, de possibilités. Donc, ce n'est pas juste les choses qui peuvent se faire de façon constructive, mais il y a aussi les endroits où ces mécanismes peuvent prendre place pour faire avancer les choses. Donc, il s'agit d'abord d'avoir des projets pilotes et ou des études supplémentaires. Et comme on l'a remarqué ici, le GTCVRS a mandaté la Société de recherche sociale appliquée, le SRSA, de préparer un document d'option et il s'agit de présenter des possibilités de modèles et on montre quelles sont les différentes options choisies. Et si on passe au premier point, prestation de maladie de l'assurance-emploi, option pour prolonger la période de prestation et améliorer les incitatifs au travail. C'est très important pour améliorer la sécurité d'emploi et aussi on veut promouvoir la participation à la main-d'œuvre. Donc, la philosophie et le cadre de travail pour ce que l'on... En fait, il s'agit d'améliorer la situation pour la main-d'œuvre, prolonger les prestations d'assurance-emploi. Et l'exemple utilisé, c'est de passer de 15 à 50 semaines. Donc, on pourrait y ajouter certaines choses, étant donné que le gouvernement, dans le cadre du budget, a envisagé la prolongation des prestations régulières d'assurance-emploi. On est passé de 15 semaines à 50 semaines. Et il y a des gens qui ont des handicaps épisodiques. Pour ce qui est de leur handicap, de leur situation, on voulait une prolongation, pas simplement une prolongation pour tout le monde, mais il voulait avoir une augmentation, une prolongation de 15 à 50 semaines pour les gens qui en avaient besoin. Et on voulait améliorer les incitatifs au retour au travail à temps partiel. Donc, ils avaient déjà une admissibilité de 15 semaines. Ils pourraient travailler 2 jours par semaine. Et on s'est demandé s'ils pouvaient bénéficier d'une prolongation des semaines disponibles compte tenu du fait qu'ils pourraient travailler, par exemple, 3 jours par semaine. Et on donne quelques exemples de cela. Donc, ça, ce sont pour ceux et celles qui connaissent bien les règlements d'assurance-emploi. Vous saurez qu'une grande partie des règlements, pour ce qui est de l'assurance-emploi, il y a des semaines de prolongation qui sont possibles, etc. Et si on regarde les règlements, on voit que dans quelle mesure on a des projets pilotes. Et sur le site Web, on peut voir pas mal de résultats d'évaluation qui ont été faits dans le cadre de ces projets pilotes. Donc, on peut, pour ce qui est maintenant des suppléments de revenus et de crédits d'impôt personnes handicapées, il y a plusieurs modèles qui sont présentés de façon générale. On regarde les suppléments temporaires. Il y a 2 projets en Colombie-Britannique, l'autre au Nouveau-Brunswick, auxquels on a
a participé et il y a des suppléments qui ont été gagnés pendant une certaine période de temps. À ce sujet, dans le budget de janvier de M. Flaherty, on a doublé en quelque sorte les prestations, les crédits d'impôt, et dans le budget détaillé, il y a quelques modèles de travail qui sont présentés. Les modèles de travail présentés dans le budget cette année ne comprennent pas un modèle pour les personnes ayant un handicap, mais il y a un modèle pour les célibataires et aussi un modèle pour un chef de famille monoparentale. Et je peux dire que dans la province de l'Ontario, les avantages seront très importants. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut regarder en rétrospective. Et je dois aussi dire que les provinces et les territoires sont en mesure de bénéficier, d'insérer ces prestations dans leur cadre actuel. Et la province de Québec, par exemple, je pense, et le Nunavut et aussi la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, ont modifié leur cadre de travail. Donc, il y a plusieurs projets pilotes qui peuvent être entrepris. Et ensuite, il y a la prestation de médicaments et prestations étendues. Et ça, c'est juste dans le cas des programmes d'assistance sociale. L'Ontario, par exemple, prévoit des prestations médicales et dentaires supplémentaires pour ce qui est du régime de pension du Canada, il y a des prolongations. Je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les provinces, mais ce dont on parle ici, c'est d'un modèle qui prolongerait les prestations lorsque ces prestations n'étaient pas disponibles. Et l'objectif, c'est de promouvoir la participation au milieu de travail. Et l'idée des centres de gestion du handicap, c'est d'avoir en quelque sorte des centres où on aurait des appuis disponibles pour plusieurs programmes. Donc, c'est un endroit où on trouve tout, en quelque sorte, tous les services, et ça améliore les communications. Si ces centres étaient disponibles, est-ce qu'ils contribueraient à promouvoir la participation à la main-d'œuvre active? Donc, quand on passe maintenant aux différents endroits envisagés, on peut promouvoir ces choses à différents endroits. Il y a par exemple les comités parlementaires ou sénatoriaux. On peut pressentir certains comités parlementaires ou sénatoriaux. Et dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, les comités peuvent être très actifs, quelle que soit la position adoptée par le gouvernement. La situation serait différente dans un gouvernement majoritaire, mais on a eu, par exemple, un comité qui s'est penché sur les questions de pauvreté. Et du côté du Sénat, il y a deux comités, un sur la pauvreté rurale et un autre sur la pauvreté urbaine. Donc, deux comités. Et après les élections, on ne sait pas si le comité Hagelton et celui du docteur Kion vont poursuivre leurs activités. Mais ça, ce sont des possibilités. Et ensuite, on a eu un panel de spécialistes. Et ça, c'est à la page 5. On y parle d'un comité select. Et à ce moment-là, le gouvernement peut obtenir des conseils supplémentaires de personnes qui se trouvent dans le secteur privé. Il peut y avoir un groupe de réflexion.
Et ici sur la page, on parle du livre vert. Il y a un livre vert, un livre blanc. Et ces deux livres, en fait, le livre vert, c'est un document dans lequel le gouvernement n'a pas encore pris position, mais c'est un document pour consultation. On parle de document de consultation et dans le livre blanc, à ce moment-là, le gouvernement a décidé quelle serait sa position. Et à ce moment-là, il s'agit d'obtenir des idées de mise en œuvre de ce qui a été décidé, de quelque chose qui a déjà été décidé. Et de façon générale, il y a des documents de consultation qui sont distribués. On ne veut pas dire si ce sont des livres verts ou des livres blancs. Et dernier point, j'aimerais signaler ici l'idée du Conseil de la Fédération. Il y a ce Conseil de la Fédération, et on en a parlé dans le document. Étant donné qu'il y a des programmes comme le régime de pension du Canada et l'assurance emploi, ce sont des programmes bien établis. Et dans le cas du régime de pension du Canada, il y a juridiction conjointe. Donc, il est important que ceux et celles qui participent au changement de ces programmes, notamment en ce qui concerne le régime de pension du Canada, le Conseil de la Fédération, c'est un endroit où on peut apporter des changements. Micro, s'il vous plaît. Le Conseil de la Fédération, c'est ce qu'on appelait autrefois l'APC, la Conférence des premiers ministres. Donc, le premier ministre du Canada y est invité. Il y a la prestation pour enfants qui a été envisagée en 97-98 et il s'agit en quelque sorte de la plus grande innovation en ce qui concerne la sécurité du revenu au cours de la dernière décennie. Micro, s'il vous plaît. Il y a deux autres mécanismes dont on aimerait vous donner un aperçu avant de répondre aux questions. On aura le temps de répondre aux questions, bien entendu. Pour ce qui est du prochain mécanisme, je vais demander à Switch Fox Strategy de vous en parler. Neil Kemp va vous en parler. Il s'agit d'un cadre structuré d'évaluation des résultats et de la réponse. Je ne vais pas utiliser d'acronyme, dit Neil Kemp. Merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. Et si je m'endors cet après-midi, c'est parce que je travaille encore à l'heure de Victoria. Et quand on m'a pressenti il y a à peu près un an, j'étais fort intrigué parce que on mettait l'accent sur le VIH et cette maladie fait partie de ma vie et la raison pour laquelle je suis en retard aujourd'hui, c'est parce que son camion est tombé en panne. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du fait qu'on ne peut pas engager une collectivité à avoir une vision commune si on ne partage pas la même langue et si on n'est pas sur la même longueur d'onde sur le plan du vocabulaire pour communiquer les idées, pour pouvoir traiter avec la collectivité. Il y a aussi le fait qu'il faut avoir des décisions probantes, des décisions et la fondation dont je parle aujourd'hui, je vais utiliser un acronymique. Il s'agit du modèle de référence stratégique du gouvernement du Canada. Et quand je parle des gouvernements, je parle de tous les gouvernements. Et ce modèle, cette approche gagne du terrain officiellement et officieusement au niveau
fédérales et municipales en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique l'a adopté. D'autres provinces adoptent également cette approche. Donc, il faut avoir une langue commune au départ. Ça, c'est parfois difficile. Tout le monde pense que sa propre langue est la langue commune. Il faut avoir une compréhension commune des possibilités et des perspectives avec les différents intervenants. Et il est essentiel que l'on puisse communiquer des connaissances abstractes pour qu'elles deviennent explicites. Et il faut aussi exposer, il faut pouvoir présenter les enjeux de différentes perspectives. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir une perspective, mais il s'agit de veiller à ce qu'il y ait synergie provenant des différentes valeurs qui sont exprimées. Et il faut bien entendu avoir une bonne vision de la vue d'ensemble. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Une fois que vous avez fait toutes ces choses-là, les décisions sont prises très rapidement parce que les preuves sont claires et on ne discute pas d'une opinion par opposition à une autre. On présente les faits et on a donc les outils pour mettre en œuvre les décisions parce qu'on voit quels sont les effets de cause à effet, les conséquences de cause à effet. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, j'ai dit que je pourrais en parler pendant 2 mois, mais l'idée est la suivante. À mon extrême gauche, vous avez des personnes qui ont des besoins. Et il s'agit de savoir quelles sont ces collectivités, ces groupes, quels sont les besoins de ces groupes et aussi quelles sont les valeurs que l'on peut apporter à ces collectivités. Le reste, il s'agit de regrouper les différents secteurs de compétences, les programmes qui apportent ces valeurs et aussi les services et les processus. Donc, tout s'enligne finalement dans l'objectif étant de répondre aux besoins de ces collectivités-là. Et si vous voyez les différents organismes aujourd'hui, il y a pas mal de frictions, de dérapages. Pourquoi? Parce que ces points-là ne sont pas vraiment reliés. Et quand on a une multiplicité de programmes, bien, les choses s'aggravent. Donc, voilà le modèle présenté pour cette langue commune. Je vais passer peu de temps sur celle-ci. Ça, c'est une chaîne. Et on a des moyens. On essaye de voir quels seront les résultats stratégiques. Il y a des problèmes qui ont des causes. Et on a innovation qui m'amène à une nouvelle vision. Et ensuite, on va explorer différentes stratégies. On va concevoir des communications, des programmes. On va voir quelles sont les solutions de rechange. Et tout cela est relié, interrelié. Donc, si on touche à quelque chose ici, ça a une incidence sur ce que l'on peut fournir comme valeur. Au niveau des orientations, on va voir ce qu'on peut faire. Mais vous pouvez dire, par exemple, on ne va pas pouvoir répondre à tel besoin. Donc, il s'agit essentiellement de voir quels sont les besoins, comment y répondre. Je suppose que les questions viendront plus tard. Merci beaucoup. Il y a encore un mécanisme à entendre qui est un autre mécanisme donc à étudier et ensuite on pourra passer aux questions. Dans la trousse que vous avez, avec les 6 mécanismes qui sont décrits, il y en a un qui parle des collectivités en ligne.
et l'autre traite du C-Manifold, de la plateforme web C-Manifold. Il y a un organisme qui nous a expliqué tout cela et depuis, j'ai travaillé à un autre projet, collaboration en matière de capacité, et là, on y décrit d'autres choses que l'on fait en ligne. Et dans le cadre de ce projet, on a été au courant d'autres collectivités en ligne. Pour ce qui est de C-Manifold, j'ai des renseignements limités, mais il y a d'autres outils qui existent. Je ne veux pas en promouvoir un en particulier. Il s'agit essentiellement d'explorer quelles sont les collectivités en ligne. Nous sommes au courant de ces moyens-là. On veut pouvoir collaborer sur certains documents avec d'autres personnes dans un contexte où le mot de passe est protégé. Mais c'est ce que l'on veut dire par collectivité en ligne. Donc, il est possible d'avoir un mot de passe protégé, etc. Et il y a toute une gamme de possibilités. Et ça, c'est la recherche qu'on a faite sur le plan des capacités. Il y a des documents qui portent sur ces manifolds. Et pour ce qui est de la collaboration en matière de capacité, il y a Bright, BoxNet, ECHO, LegalApps. Donc, brièvement, pour passer en revue ce qui se trouve dans le document, on a des renseignements qui nous ont été donnés en ce qui concerne ces manifolds. Et ce qui est présenté ne peut pas être relié à ce que j'ai mentionné. Il existe une plateforme pour pouvoir partager les renseignements. Il y a des documents qui peuvent être déposés. On peut améliorer certains processus. Donc, de bien des façons, c'est une façon de gérer les informations et de gérer les collectivités, les membres de la collectivité qui ont ces mots de passe. On veut faciliter l'échange d'informations. Il y a recherche d'informations, d'autres qui nous ont été signalés. Et il y en a qui présentent des problèmes de coût, mais il y a Bright qui nous a été mentionné, YGHT. Là, on a des systèmes de gestion du contenu. BoxNet, je l'ai utilisé. Et moi, j'ai utilisé BoxNet essentiellement pour entreposer certains renseignements et pour échanger des documents. Et il y a d'autres possibilités également. Tomoyo Echo, ça a été utilisé en Angleterre essentiellement pour, à l'égard d'une grande collectivité pour lui permettre de communiquer avec d'autres sur une plateforme commune, échanger des informations. Et cela coûte assez cher. Et sur le site Web, on dit que c'est un outil très puissant pour vous aider à construire une collectivité vibrante. Il y a aussi Google Apps, vous le connaissez peut-être. Et là, il y a messaging, collaboration sur certains documents, vidéos, etc. Et encore une fois, il y a la protection du mot de passe. Je ne suis pas ici pour vendre un de ces produits. Je vais vous laisser savoir qu'il existe toute une gamme de produits et on offre une plateforme pour gérer la collaboration dans les différents ressorts. Et c'est pour cette raison que nous partageons cela avec vous comme un des mécanismes supplémentaires pour la communication. Ce que nous avons essayé de démontrer, c'est que ce ne sont pas des mécanismes mutuellement exclusifs qui vous sont présentés. Ils pourraient dépendre de d'autres mécanismes qui seraient employés pour